Bonjour et bienvenue dans Impact consacré aujourd'hui à la fiscalité. Notre système fiscal est soumis à de vives critiques. Inefficace, trop complexe, voire injuste pour certains. Pour d'autres, il découragerait l'entrepreneuriat et freinerait l'investissement. Quelles sont les voies de réforme pour notre système fiscal? Pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir dans quelques instants Christian Saint-Etienne, professeur d'économie au CNAM. Impact, c'est tout de suite. Christian Saint-Etienne, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie au CNAM, vous êtes titulaire de la chaire d'économie industrielle, vous êtes également membre du conseil d'analyse économique et vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage chez François Bourin, éditeur, consacré à l'État et notre argent. Je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau d'Impact. Merci. Christian Saint-Etienne, vous suggérez une réforme d'envergure de notre système fiscal, une remise à plat de l'ensemble de la fiscalité française. Qu'est-ce que vous reprochez au système actuel ? Le système actuel est très inefficace. D'abord, nous sommes plongés dans une crise de finances publiques majeure, d'ampleur historique, à peu près comparable à la crise de finances publiques de la fin de l'Ancien Régime. Nous avons le taux de dépenses publiques le plus élevé des grands pays industriels, le deuxième... 56% du PIB. Voilà, le deuxième le plus élevé de l'Union européenne derrière le Danemark, et surtout le plus élevé et de très loin de la zone euro. Et nous avons également un déficit structurel de 6 points de PIB, 120 milliards d'euros. Donc, c'est absolument colossal. Donc, cette crise de finances publiques va exiger de relever la fiscalité. Or, nous avons une compétition fiscale majeure. Ce qu'il faut expliquer, c'est que la construction européenne se fait sur la base du principe de la concurrence. Concurrence sur les marchés de biens et services, mais concurrence par les normes fiscales et normes sociales. Et donc, la France est très mal placée dans C'est ce qu'on appelle le dumping fiscal. Voilà. Donc, la France est très mal placée dans cette compétition fiscale. Sur les 4 impôts clés qui conditionnent ce qu'on appelle la mobilité des facteurs de production les plus mobiles, qui sont l'impôt sur la fortune, l'impôt sur les sociétés, le taux marginal de l'impôt sur le revenu et la fiscalité sur l'épargne. Et sur ces 4 impôts, la France, pour l'impôt sur la fortune, est le seul et le dernier pays de l'Union européenne à maintenir cet impôt. Et pour les 3 autres, nous avons des taux de fiscalité qui sont entre 50% de plus et le double des taux dans les autres pays. Donc une fiscalité trop lourde. Donc beaucoup trop lourde, qui fait fuir les créateurs de richesses de notre pays. Et donc, nous avons une crise de finances publiques majeure et cette crise de compétitivité fiscale. Et par ailleurs, nous avons une 3e crise qui est une crise du système productif, puisque nous avons perdu un tiers de nos parts de marché à l'exportation. Crise du système productif, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc que nous ne sommes plus compétitifs au plan mondial et que les Français consomment beaucoup plus que ce que nous produisons. Et nous avons perdu un tiers de nos parts de marché à l'exportation depuis 10 ans. Donc, nos entreprises sont moins compétitives que par le passé. Voilà. Donc, face à ces 3 crises, on a besoin d'avoir une nouvelle donne et une grande réforme fiscale qui aurait pour principe essentiel d'élargir massivement les bases et d'abaisser les taux, permettrait à la fois d'obtenir davantage de recettes fiscales, de redevenir compétitif au sein de l'Union européenne et d'encourager la reconstruction du secteur productif. Arrêtons-nous un instant sur le cas de l'impôt sur les sociétés, de l'IS. Vous dites qu'il est à ce stade contre-productif dans le contexte de dumping fiscal, de concurrence fiscale à l'intérieur même de l'Union européenne. Pourquoi est-ce qu'il encourage les entreprises françaises à se délocaliser, cet impôt sur les sociétés ? Donc, vous avez un taux d'impôt sur les sociétés qui est à 34% pour les entreprises d'une taille significative. Pour les TPE, c'est 33, un tiers, mais il y a 1% de plus pour les entreprises un peu plus grandes. Et donc, nous avons depuis 2008 le record du taux d'IS le plus élevé de l'Union européenne. C'est 25% en moyenne dans l'Union européenne. C'est autour de 22-23%. Et sur la base des réformes annoncées par les gouvernements européens depuis un an, on va, d'ici 2 ans, ça sera en place en 2013,
vers une fourchette de fiscalité sur l'IS qui sera comprise entre 15 et 23%. Les impôts, entre autres choses, servent à financer des dépenses publiques. Vous dites que ces dépenses publiques sont très importantes, sont trop élevées, et en particulier des dépenses qui ne sont pas productives, des dépenses liées aux prestations sociales notamment. Est-ce que selon vous, il faut réduire les prestations sociales? Est-ce que c'est une solution que vous préconisez? Alors, dans les 56 points de dépenses publiques, nous avons une dépense de protection sociale de 34 points de PIB, qui est la plus élevée du monde. Donc on a un niveau de protection sociale très élevé. Il faut comprendre la nature de cette protection sociale. C'est une protection sociale qui est tournée vers la rente et qui, donc, c'est-à-dire, du coup rend très difficile la prise de risque. C'est tourné vers la rente puisque sur les 34 points de protection sociale, vous avez 14 points sous forme de paiement de retraite, record mondial également. En France, c'est le pays où vous avez le plus de retraités par rapport à la population. Et vous avez également tout un ensemble de politiques d'assistance qui est en fait la contrepartie de choix qui sont faits depuis 30 ans. Et il faut réduire, selon vous, ces prestations sociales? Et donc les conséquences, c'est que la proportion de la population résidente qui travaille est très faible. Or, comme nous sommes en démocratie, qui plus est une démocratie très sociale, on a créé tout un ensemble d'allocations pour verser des revenus à ceux qui n'avaient pas de job. Et donc, ça a été une des sources majeures d'augmentation du poids de la dépense publique et donc de la fiscalité. Et juste pour terminer sur ça, parce que c'est rarement expliqué et c'est crucial, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez donc des charges qui s'étaient alourdies. Les chefs d'entreprise font de la productivité pour essayer de rester compétitifs. Ils virent tous les gens qui ne sont pas compétitifs ou ils ferment les boîtes qui ne sont pas compétitives. Ça conduit à externaliser la charge de la sous-activité sur la collectivité. Donc, augmentation des dépenses publiques. L'État se retourne vers les entreprises pour à nouveau augmenter leurs cotisations sociales. Elle continue à ce moment-là de refaire de la productivité. Un cercle vicieux. Et on est rentré dans un cercle vicieux où, au fond, nous sommes tous des rats dans une roue qui tourne de plus en plus vite. Tous les rats qui vont pas assez vite dans la roue, ils sont éjectés. Et puis ceux qui restent dans la roue, pour financer des allocations pour les rats éjectés, on fait tourner la roue de plus en plus vite. Donc c'est un système complètement fou. Il faut casser ce cercle vicieux. Passons à la TVA. La TVA est aujourd'hui à près de 20% pour l'ensemble, la plupart des produits de consommation courante, la totalité même, avec un taux minoré pour certains services, pour certaines activités. Vous préconisez d'augmenter la TVA. Pour quelles raisons? Donc c'est lié au diagnostic. Nous avons une crise du secteur productif absolument majeure. Donc il faut reconstruire le secteur productif, il faut reconstruire l'offre et donc il faut développer la production. Donc, on est arrivé à un moment où il faut réhabiliter la TVA et réhabiliter l'imposition de la consommation si on veut abaisser la taxation de la production et sortir du cercle vicieux qu'on a évoqué. Or, il se trouve qu'il y a toute une série de travaux des meilleurs économistes mondiaux qui, dans tous les pays, et presque séparément les uns des autres, sont en train de réhabiliter la taxation de la consommation. Et donc, quand on regarde l'évolution de la TVA, cette TVA a été présentée très longtemps, et particulièrement en France, comme un impôt qui serait défavorable aux pauvres. Parce que injuste. Qui serait injuste, parce qu'il taxerait davantage la consommation que l'épargne. Ce qui est faux, puisque l'épargne, normalement, vise un jour à être consommée, et donc elle sera taxée à ce moment-là. Mais surtout, en fait, la TVA est l'impôt le plus intelligent des impôts indirects. C'est pour ça que le monde entier l'a adopté, d'ailleurs. Et il y a une confusion d'objectifs. Si on veut aider les pauvres, entre guillemets, et donc réduire le poids de la TVA, qui serait donc uniforme à un taux élevé, ce que tous les économistes disent aujourd'hui, c'est pas par des taux réduits de TVA qu'il faut le faire, c'est par des allocations directes aux individus dont on veut Qu'est-ce que ça signifie, ça, des allocations directes aux individus? Les effets de cette TVA. Des allocations directes qui pourraient passer, par exemple, en France, par une augmentation très significative de la prime pour l'emploi. La TVA, c'est ce qu'on appelle une flat tax, un impôt proportionnel, un peu comme la CSG d'ailleurs, qui est aussi un impôt proportionnel, c'est-à-dire qu'un même taux frappe
tous les contribuables de la même manière. Est-ce que, Christian Saint-Etienne, ça ne va pas à l'encontre de la philosophie qui inspire la fiscalité en France à travers, par exemple, l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire que chaque contribuable paye des impôts à la mesure de ses facultés? Est-ce que ce type d'impôt-là n'est pas contradictoire par rapport à notre tradition philosophique sur le plan fiscal? Pas du tout, puisque vous venez de rappeler vous-même que cet article dit qu'il faut payer en fonction de ses revenus. Et donc, si vous avez un taux unique de 10% qui frappe celui qui gagne 1 000 euros et celui qui gagne 10 000 euros, il y a une confusion mentale, et je vous remercie de me permettre de lever cette confusion. Si vous avez un taux unique de 10%, celui qui gagne 1 000 euros va payer avec 10% 100 euros d'impôt, mais celui qui paye 10 000 euros, qui a un revenu de 10 000 euros, va payer 1 000 euros. Donc, on voit bien qu'on paye en fonction et à proportion de son revenu. On ne paye pas la même somme d'impôts, on paye en proportion de son revenu. On gagne 10 fois plus, on paye 10 fois plus d'impôts. Si vous avez une fiscalité proportionnelle qui doit être l'essentiel de la base de ressources, vous devez effectivement la compléter par un impôt progressif qui va corriger l'essentiel des écarts de revenus. L'impôt sur le revenu. Et qui sera l'impôt sur le revenu. Et donc, dans la réforme que je propose un impôt avec 3 taux et donc 3 tranches. Une tranche à 0% jusqu'à 7 500 euros par part. Donc, la moitié des Français les moins bien payés auraient 0 d'impôt sur le revenu. Ensuite, on est à 15% entre 7 500 euros. Ce qui est le cas à ce stade, puisque la moitié des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. Et ensuite, vous passez à 15% entre 7 500 et 60 000 euros, et vous êtes à 30% au-delà de 60 000 euros. C'est extrêmement progressif puisque j'ai fait des simulations, et on montre par exemple, je dirais un autre élément, on montre que le poids de la fiscalité pour les très hauts revenus représente jusqu'à 3 mois et demi de salaire. Et justement, ça compense un des défauts majeurs du système actuel, qui est que comme les taux affichés sont ridiculement élevés et donc que ça produit de l'exil fiscal, on a mis en place ce qu'on appelle les niches fiscales qui consistent à réduire la fiscalité sous réserve qu'on investisse ici ou là. Qu'est-ce que vous en faites de ces niches fiscales? Je les supprime toutes, justement. Et donc j'obtiens un résultat majeur qui est que un certain nombre de travaux récents montraient qu'à partir du 98e centile et pour le 99e centile, vous pouvez arriver à une situation de baisse des taux effectifs quand les ménages les plus riches utilisent beaucoup les niches. Et donc, ce que je dis, c'est que si vous supprimez les niches, vous obtenez un système qui continue de rester progressif, y compris pour les plus hauts revenus. Passons à l'impôt sur la fortune. La réforme que vous préconisez vise à supprimer l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, et à le remplacer par un autre impôt qui est l'impôt sur les revenus de la fortune. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Et en quoi est-ce que c'est différent, ou que ce serait différent de l'ISF tel qu'il existe aujourd'hui? Donc, c'est là où il faut revenir au contexte. Nous sommes dans un contexte de concurrence fiscale extrêmement brutale et nous sommes le seul pays de l'Europe à avoir cet impôt sur la fortune. Donc, il conduit à faire fuir, selon les estimations qui ont été faites par l'Institut Montaigne, et non pas seulement par évasion fiscale, mais ça fait partir beaucoup de redevables qui vont s'installer en Suisse, en Belgique ou en Angleterre. Donc, on estime que les gens qui sont partis, c'est au moins 20 000 chefs d'entreprise et 200 milliards de capitaux productifs. Et que si ces gens-là étaient en France, ça rapporterait plus que ce que rapporte l'ISF actuel. En sorte qu'en réalité, l'ISF actuel coûte au Trésor. Et donc, pardonnez-moi, je vous laisserai poursuivre évidemment votre raisonnement juste après, mais ça fait des années qu'on entend cet argument sur l'ISF. Dire que on dit toujours que si on supprime l'ISF, les gens vont revenir. Bon, le fait est que lorsqu'on l'a supprimé une première fois, ils ne sont jamais revenus. Parce que vous avez, alors il y en a une partie qui était revenue à ce moment-là, mais vous avez une grande instabilité fiscale. C'est-à-dire que si on le supprimait réellement, l'ISF, il faudrait carrément que ce soit dans le cadre d'un accord entre la gauche et la droite, pour qu'il y ait une compréhension de l'ensemble des acteurs que c'est une suppression définitive. Parce que si c'est effectivement perçu comme une suppression temporaire, les gens ne reviennent pas, évidemment. Ils ne vont pas revenir dans la souricière pour se faire manger. Donc, si vous prenez l'ISF, je suis personnellement favorable.
à l'idée qu'on puisse taxer les riches. Mais quitte à taxer les riches, il faut faire en sorte qu'ils ne partent pas, parce que sinon, vous ne les taxez plus. Et donc, si vous voulez taxer les riches, encore une fois, il vaut mieux ce que je propose, c'est-à-dire une réforme avec des... Riche, c'est quoi, Christian Saint-Etienne? Alors, vous avez différentes notions de riches. Hein. François Hollande disait qu'on est riche quand on gagne plus de 4 000 € par mois. On peut être riche si on, fiscalement parlant, si on passe à l'ISF, qui donne une fortune de 800 000 €. On peut considérer qu'en réalité, sur la base des comparaisons internationales, on est riche à partir de 100 000 € de revenus par an. D'accord. Sachant que si vous dites ça à des Américains, ça les fera rire, puisqu'ils considéreront qu'on est riche quand on gagne $1 million par an. Mais en France, on a une conception beaucoup plus démocratique et redistributrice. Et donc, l'idée, c'est de, si vous voulez faire payer les riches, il faut les encourager à rester sur le territoire. Or, l'impôt sur la fortune a le défaut de taxer toute une série d'éléments de patrimoine qui ne rapportent pas nécessairement du revenu. Et notamment la résidence principale. Alors, la résidence principale des pêcheurs de l'île de Ré. Mais aussi, par exemple, si vous avez des participations dans des entreprises familiales et que vous ne bénéficiez pas d'un mécanisme qui est inclus dans l'impôt sur la fortune qui s'appelle le mécanisme de l'outil de travail, c'est-à-dire que le chef d'entreprise dont c'est l'outil de travail ne paie pas l'ISF, mais tous ceux qui sont actionnaires de l'entreprise vont payer l'ISF. Donc, ceci conduit à faire en sorte que les entreprises intègrent dans leur plan d'entreprise l'idée qu'il faut verser des dividendes très significatifs aux actionnaires pour qu'ils puissent payer l'ISF. Et puis, quand il y a des successions, ça conduit à vendre les entreprises plutôt qu'à d'assurer leur pérennité. Donc, l'idée, c'est de remplacer l'impôt sur la fortune par une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu qui serait incluse donc dans le taux marginal, qui serait une tranche de 5% et qui rapporterait autant que l'ISF aujourd'hui, sans en avoir les inconvénients, c'est-à-dire sans faire fuir les gens à l'étranger. D'accord. Et avec votre réforme, avec ce que vous proposez, l'IRF, donc impôt sur les revenus de la fortune, les pêcheurs de l'île de Ré, au titre de leur résidence principale, ne seraient plus taxés. Voilà. Mais par exemple, les spéculateurs immobiliers, eux, le seraient. Voilà, exactement. Revenons un instant à l'impôt sur les sociétés, 34,4%. Vous proposez, vous, de l'échelonner sur plusieurs niveaux, sur 2 niveaux, je crois, 15% et 23%. Pourquoi est-ce que vous proposez de réduire cet impôt-là, alors même qu'en fait, ce sont les revenus du capital qui sont très peu taxés en France par rapport aux revenus du travail? Le travail est énormément taxé. Je crois que le rapport est du simple au double, hein, tandis que le capital l'est beaucoup moins. Est-ce que pour lutter contre le déficit budgétaire et obtenir des ressources fiscales supplémentaires, il ne vaudrait pas mieux taxer davantage les revenus du capital et par conséquent augmenter, malgré ces inconvénients, l'impôt sur les sociétés? Alors malheureusement, le diagnostic est inexact. Les derniers travaux qui sont publiés, notamment le dernier rapport de la Cour des comptes qui a été publié début mars 2011, montrent que le poids de la fiscalité sur le capital en France est 3 fois le niveau allemand. Les Allemands ont un poids de fiscalité autour de 1,2 en pourcentage du PIB, et la France, c'est 3,4. Donc le poids de la fiscalité sur le capital est très élevé en France. Mais inférieur à la fiscalité sur le travail, bien sûr. Donc ça, c'est le poids en termes de recettes. Et en termes de taux, on est quand même à des taux très élevés, puisque maintenant on est à 31,3 sur les revenus du capital et sur les plus-values. Ceci étant, vous pouvez être à 40% sur les revenus du travail, mais vous avez encore un abattement de 10% sur un avantage qui est donné aux revenus du travail. Mais surtout, vous êtes en compétition fiscale, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous déconnecter complètement du niveau d'imposition du capital dans les pays proches, sinon le capital s'en va. Si vous voulez réformer l'impôt sur les riches, eh bien, il faut faire en sorte de taxer ce qui ne peut pas bouger. Donc, de même qu'on peut faire l'impôt sur le revenu de la fortune, je ne suis pas contre le fait d'avoir une taxe significative sur l'immobilier. Il se trouve que la France est un très beau pays, qu'il y a plein de gens très riches qui ont envie d'avoir des maisons sur la Côte d'Azur, sur la côte atlantique. Bon, ils ont des maisons à 3 millions d'euros. On les taxe. Ils ne vont pas partir avec la maison, ils ont envie de venir. Donc ça, c'est intelligent.
Maintenant, vous faites un ISF où vous mettez le capital des entreprises. Si vous revenez à la roue qui tourne, on a besoin de recapitaliser notre secteur productif. On a besoin de redonner aux entrepreneurs l'envie de travailler en France. Donc, c'est totalement stupide de taxer le capital des entreprises. Donc, taxons ce qui ne bouge pas. Et pour ce qui est du capital qui est décisif dans la guerre économique, eh bien, taxons uniquement les revenus de ce capital. La réforme fiscale que vous préconisez, à travers la redistribution des taux entre l'impôt sur les sociétés, la CSG, l'impôt sur les revenus, etc., a-t-elle des chances de fonctionner en économie ouverte, comme vous le dites, avec une croissance aussi molle, avec une croissance à 1%, au mieux 2%? Est-ce que ce n'est pas la croissance, on sait que c'est un multiplicateur de recettes fiscales, est-ce que ce n'est pas la condition sine qua non du succès d'une réforme fiscale? C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est cette réforme qui rendrait la France compétitive et qui remettrait en route la machine économique et le taux de croissance. Avec une réforme comme ça, surtout si elle était consensuelle et qu'il y ait un accord gauche-droite sur cette réforme, de telle façon qu'on ne tombe pas dans le piège que vous évoquiez précédemment de l'insécurité juridique et de l'insécurité fiscale, qui est un problème, comme vous le savez, majeur en droit public en France, puisque chaque fois qu'on met en place un nouvel impôt, il est bidouillé 6 mois après. Donc personne ne sait il n'y a pas de sécurité juridique et fiscale en France. Et donc, si on faisait une réforme majeure qui a baissé massivement les taux en élargissant les bases, vous refaites de la France un pays compétitif. Comme nous avons des atouts significatifs. Thomas Piketty et ses deux co-auteurs proposent une réforme fiscale qui a l'avantage de la simplicité, de la lisibilité, avec en particulier l'individualisation de l'impôt. Un seul impôt, en réalité, qui serait la CSG, avec un certain nombre de mécanismes permettant de fondre les autres impôts dans la CSG, et un impôt qui serait très, très progressif. Vous êtes très critique à l'égard de cette réforme préconisée par Thomas Piketty. Pourquoi ? C'est mauvais parce qu'ils ignorent la concurrence fiscale. Leur système casserait la volonté entrepreneuriale de la jeunesse qui est le seul moyen de nous sortir de nos difficultés. Et puis ensuite, ils ignorent totalement la nécessité de faire face à la crise de finances publiques. Donc pour moi, c'est un exercice en chambre qu'ils ont fait, mais ils ne tiennent pas compte de la réalité et du monde dans lequel ils sont. Christian Saint-Etienne, merci beaucoup pour cet échange. À bientôt dans Impact pour un nouvel échange.